Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver ce matin, For You Matin sur For You Media Africa qui s'ouvre jusqu'où nous mènera la guerre Iran-Israël. Vous comprendrez également États-Unis, bien parce qu'on le sait. Les États-Unis sont rentrés dans la danse hier encore, c'est-à-dire il y a seulement quelques heures. L'Iran frappait les installations américaines du côté du Qatar en envisageant également d'autres installations américaines dans d'autres États. Mais ce matin, alors qu'on se réveille, l'on apprend qu'il y aurait un accord de cesser le feu. De toutes les façons, certainement nos invités nous confirmeront voilà, cette information ou pas peut-être, mais on parle d'une médiation également russe. Est-ce le cas? En tout cas, jusqu'où nous mènera cette guerre Iran, Israël, États-Unis? Nous en parlerons, vous comprendrez que nous sommes là, nous faisons face là à la géopolitique mondiale lorsqu'on sait aussi qu'il y a cet autre problème, ce blocage justement du pétrole, on parle de l'or noir, les conséquences mondiales. Nous reviendrons là-dessus avec nos invités. Et puis, le thème principal, l'actualité nous amènera du côté de la Côte d'Ivoire. Là-bas, ça commence vraiment à bouger. La présidentielle est prévue pour octobre 2025. Et ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est ce front commun qu'on a pu voilà, voir Gbagbo et Monsieur Thiam. Ils se sont rencontrés. Eh bien, on voit que les deux opposants ont donc décidé de faire front contre le président Alassane Ouattara. Et justement, Alassane Ouattara qui a été reconduit à la tête de son parti. Vous comprendrez la réalisation, s'il vous plaît, que le thème l'actualité en Côte d'Ivoire sera réparti en deux actualités majeures. Espérant, voilà, comme on peut le voir à l'entame, l'alliance Gbagbo-Thiam, à quoi s'attendre. Et puis, la reconduction du président Alassane Ouattara à la tête de son parti, mais il ne s'est pas encore réellement exprimé en ce qui concerne sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Nous en parlerons bien sûr tout à l'heure avec nos invités. C'est le menu principal de ce matin. Merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous ce matin sur For You Media Africa. Vous regardez For You Matin, votre programme de la matinée sur For You Media. Merci de votre fidélité. On vous rappelle aussi que vous nous suivez à travers la 96.3 FM, For You Radio, mais aussi nos différentes plateformes Facebook, YouTube, aussi, l'application For You Media Africa, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous nous suivez rapidement. Déjà, toutes nos excuses pour le retard. Bien sûr enregistré, nous sommes déjà là. On va commencer notre émission rapidement. On va présenter les invités, ceux-là qui nous accompagnent sur ce plateau. Madame Labaroui, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Madame Siké, bonjour à votre équipe de For You Media Africa, bonjour à vos invités que vous n'allez pas tarder à présenter. Et bonjour à tous nos téléspectateurs et à toute l'Afrique. Et merci de m'avoir invité encore une fois. Voilà, c'est nous qui vous remercions, madame, pour votre disponibilité. À chaque fois que nous faisons appel à vous, et bien sur ce plateau, le docteur Niamsi nous accompagne. Bonjour, docteur Niamsi. Bonjour, madame Sikendoumbe. Bonjour à toute la galaxie panafricaniste. L'Afrique est en mouvement. Le monde de la relation internationale est en train de livrer une page de son histoire. Nous allons en décrypter, nous allons analyser, nous allons déblayer le champ de la réflexion afin que plusieurs grilles de lecture puissent se faire dégager. Merci beaucoup, docteur Niamsi. Eh bien, nous allons commencer à ouvrir l'actualité. On va dire quoi, peut-être mondiale, Madame Labaroui, avec vous, concernant cette guerre, finalement, Iran, Israël, États-Unis. Il y a beaucoup d'informations, en tout cas, que nous avons pu avoir ça et là. En ce qui concerne cette actualité, on parlait tout à l'heure de cette géopolitique mondiale. La réalisation nous fait savoir qu'on pourra prendre quelques éléments, certainement, peut-être pour planter le décor. Alors, avec Mbok à la réalisation, est-ce qu'il est possible de les prendre tout de suite avant peut-être de passer la parole à nos invités? Monsieur le ministre, très heureux de vous voir.
Soyez le bienvenu. Votre visite en Russie se déroule au cours d'une période difficile. La situation s'est considérablement dégradée dans votre pays. Notre position, s'agissant de ce qui se passe, est bien connue, elle est très claire. Nous souhaitons... Elle a été exprimée par le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Nous avons exprimé notre position au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. L'agression non provoquée contre l'Iran n'a absolument aucune base légitime. Nous avons des relations fiables et bonnes avec l'Iran. De notre côté, nous faisons tous les efforts nécessaires pour venir en aide au peuple iranien. Comme vous le savez, je me suis entretenu au téléphone avec le président des États-Unis et avec le Premier ministre d'Israël, avec le président des Émirats arabes unis, avec votre président. Je sais que vous venez de rencontrer le ministre, le responsable des Affaires étrangères en Europe. Et nous menons avec nos collègues russes des consultations permanentes sur toutes les questions, y compris les questions de sécurité au niveau mondial. Dans le domaine concernant le nucléaire iranien, nous avons un partenariat, notamment à Boucher, et la Russie joue un rôle positif pour parvenir à un bon accord. Vous voyez que l'escalade actuelle a abouti au fait que des sites ont été attaqués, y compris par les États-Unis. Ces actions agressives de la part d'Israël et des États-Unis sont illégitimes et s'inscrivent en violation du droit international. Et quant à nous, nous nous défendons notre souveraineté et toute action de défense est parfaitement légitime. De même, nous voulons remercier la Russie du fait qu'elle ait condamné ces actions. La Russie aujourd'hui est du bon côté de l'histoire et du droit international. De même, le leader suprême et le président Pezeshkian vous transmettent tous leurs vœux. J'espère que nous pourrons discuter de l'ensemble des questions liées à ces événements. Je vous remercie. Voilà, merci pour cet extrait. Merci à la réalisation. On a pu voir le président
russe, Vladimir Poutine en face de lui, c'était la délégation iranienne, cette guerre bien sûr entre l'Iran, Israël et les États-Unis qui s'en sont mêlés aux côtés de aux côtés d'Israël, pardon, et l'Iran également qui se défend. Et il y a eu ce matin encore cette information, on parle d'un possible accord de cessez-le-feu entre les différentes parties, mais je pense que on va laisser le soin à nos invités de nous donner plus d'informations et surtout pour nous permettre de comprendre réellement où est-ce qu'on va avec cette guerre. Madame Labaroui, eh bien, j'ouvre donc avec vous jusqu'où nous mènera cette guerre, malheureusement, que nous observons depuis plusieurs jours déjà. Votre micro. Excusez-moi, je disais, cette guerre dure depuis plusieurs années, hein, c'est pas depuis quelques jours, c'était une guerre hybride, une guerre asymétrique, et après, forcément, ça passe aux armes, mais cette guerre nous mènera vers la construction d'un nouveau monde, un monde multipolaire. Ce que les États-Unis refusent actuellement, c'est que l'Iran, par sa géographie, joue un rôle très très important, et c'est par l'Iran que les Russes respirent et les Chinois également. Ce que les États-Unis refusent, c'est la dédollarisation et la construction d'un monde multipolaire. Les États-Unis ne veulent pas lâcher leur place de domination sur le monde. Donc l'Iran, qui s'est toujours opposé à la politique israélienne, et je remercie M. Poutine, il y a 5 jours, il a expliqué ce que j'explique aussi depuis longtemps, que ce que nous appelons Israël, ce n'est qu'une caserne otanienne. Voilà. C'est un bras qui frappe des États-Unis, comme ça les États-Unis ne sont pas condamnés. Et puis les Israéliens, ils ont le veto américain qui les protège au niveau des lois internationales et puis au niveau des Nations Unies aussi, puisque les États-Unis siègent. Et ils ont comme alliés les Français et les Anglais. Donc, depuis la création de cette entité sioniste, le respect du droit international n'a jamais été appliqué. Et à chaque fois qu'il y a eu des résolutions contre Israël, ça a été contré par les Français, par les Américains et parfois par les Anglais également. Donc, aujourd'hui, nous avons affaire à une guerre de l'Occident contre le groupe des BRICS en réalité. La guerre s'est déclenchée, elle s'est déclenchée là, mais elle était déjà prévue et signée, ce que les Américains nous cachent, ils mentent, mais des documents sont sortis. Cette guerre était déjà signée depuis le mois de janvier 2022. Mois de janvier 2022, nous étions à un mois de la guerre Ukraine-Russie. Et ce qui a retardé justement ces frappes contre l'Iran, c'est l'intervention des Russes en Ukraine. Après, il y a eu le 7 octobre, donc il fallait s'y préparer pour empêcher justement l'Iran, soi-disant, de développer un programme nucléaire. Mais le programme nucléaire iranien, il date de 1953, il ne date pas d'aujourd'hui. Et à l'époque, c'est l'Iran qui avait financé le programme nucléaire français. Ils étaient alliés, ils ont monté la même société et cette société n'a jamais rien versé à l'Iran et on parlait déjà d'un nucléaire civil depuis 1953. Ce n'est qu'une excuse qu'on a trouvée à l'Iran, mais en réalité, c'est la politique iranienne qui dérange, l'alliance Russie-Iran qui dérange aussi, et puis le partenariat Chine-Iran. La Syrie a été attaquée par rapport à cette route de la soie qui devait relier la Chine à la Méditerranée. Et on a vu l'année dernière autre chose qui a été proposée, mais qui était déjà envisagée. Émirats arabes, Arabie saoudite, Israël
et l'Inde pour contrer la route de la soie. Donc les Américains, surtout Trump, il a été élu pour ça, pour faire la guerre, une guerre économique à la Chine. Il revient avec cette force du Congrès pour aller vers un monde qui ne parle que d'économie, et nous entendons Trump parler que d'économie. Et puis, parallèlement à ça, eh ben, ça va affaiblir également la Russie. Et donc, les négociations qui sont en cours depuis, même avant la prise de fonction de Trump, entre Poutine et Trump par rapport à l'Ukraine, tout ça a échoué par rapport à la force de frappe iranienne. Ils ont montré qu'ils étaient capables de répondre, et puis il faut qu'ils répondent. Ça a été une demande volontaire. Ce qui était programmé aussi au départ, et ça a été dévoilé par quelques Américains, c'est qu'on s'attendait à une chute de régime une fois que les Israéliens frappent et les Américains frappent également. Mais au contraire, et ça, ils ne connaissent pas les Perses, et ben, ça n'a fait que renforcer le front intérieur. Et c'est la population iranienne qui est sortie pour demander au gouvernement de répondre et de ne pas se laisser humilier. Donc, ils se sont trompés sur tous les sens. Aussi, ils ont arrêté 8000 espions, beaucoup de Marocains, hein, des Azéris aussi, des Tchétchènes qui sont contre les Russes et qui sont contre aussi, je parle des Tchétchènes qui contre Kadyrov et qui contre la Russie, la Fédération de Russie, et des Azéris également. Mais il y a eu tout un bloc iranien qui n'est pas forcément de l'opposition, hein. Vous savez, quand on va chercher des espions, on va chercher des gens pour les actes terroristes, généralement, on va piocher soit dans la pègre, soit dans la pauvreté. On va prendre des gens qui ont besoin d'argent et puis on les mobilise en leur donnant quelques billets. Et ben, tout ce front-là s'est effondré suite à des dénonciations. Je crois que les Russes ont aidé un petit peu dans les informations, mais il y a eu aussi les Iraniens qui ont commencé à dénoncer leurs voisins ou des gens qui connaissent qui avaient des pratiques pas très bonnes. Donc ça a fait que plus de 8000 personnes ont été arrêtées, et c'est ça qui a affaibli le Mossad et la CIA dans l'Iran même. Malgré que des actes terroristes continuent, en tous les cas, on a sauvé les meubles, et puis en répondant avec cette frappe, et les Iraniens ont montré qu'ils n'ont pas besoin de nucléaire pour toucher Israël s'ils sont attaqués. Et ben, tout ça a fait que M. Poutine a mis le nez là-dedans. Et puis aujourd'hui, ils ont fait une proposition. Les Iraniens sont d'accord. Je vous confirme, oui, on va vers un cessez-le-feu. Il ne faut pas confondre avec arrêter la guerre, hein. Mais ça n'a pas été encore signé. Ça devrait se faire dans la journée. Merci. Madame Labaroui, en quelques minutes, hein, je poursuis avec vous avant de revenir ici sur le plateau. Merci pour ce détail justement important. On tend vers voilà, un cessez-le-feu, mais pas la fin de la guerre. Et justement, on sait qu'il y a eu plusieurs... Vous êtes revenu sur un certain nombre d'éléments. On parlait du prix du pétrole, par exemple, qui a... chuté. On a vu une Russie tout à l'heure, un président Poutine qui, oui, manifeste son soutien à l'Iran, mais on voit quand même un soutien assez modéré. Est-ce qu'il y a des éléments, il y a une certaine pesanteur lorsqu'on sait qu'avec l'arrivée de Donald Trump, quand même, les relations entre la Russie et les États-Unis se sentent, je dirais pas pesées, mais il y a un réel changement, une réelle évolution par rapport à l'administration américaine précédente. Est-ce que tous ces éléments aujourd'hui comptent ou alors pèsent de leur poids pour la résolution de ce conflit?
Oui, bien sûr, mais il faut quand même signaler une chose. Il n'y a pas eu de changement. Il y a une amélioration puisque c'est tout. Ce n'est pas un changement. Les Russes ont prouvé qu'ils ne voulaient pas d'un cessez-le-feu avec Zelensky il n'est plus, il n'est plus légitime. Hein. Et donc, ils ne veulent pas signer avec un homme qui n'est pas légitime au pouvoir. Et les Russes ont prouvé aussi qu'ils peuvent durer et qu'ils ont envie de durer s'ils ne réalisent pas le 100% de leur objectif. Et le 100% de leur objectif, c'est diminuer de l'influence justement états-unienne par rapport à toute la région, et puis par rapport aussi au Moyen-Orient où les Russes, ils ont leur intérêt. Maintenant, par rapport à ce qui est en train de se passer, les Américains ils ont perdu de leur hégémonie, ils se sont mis les peuples du monde contre eux, et c'est ça qui donne aussi la force aux Russes, mais la force aux Iraniens. Ce que les Américains attendaient, les Israéliens, ils attendaient à ce que la population mondiale se mette contre l'Iran, comme ça a été fait contre Saddam Hussein. Mais les mensonges, ils sont en train de payer leurs mensonges justement contre Saddam Hussein et contre l'Irak. Concernant la position des Russes, il faut quand même savoir qu'il y a 2 millions de Russes qui vivent en Israël et ils ont une double nationalité, c'est des binationaux. Dans 1,5 million, ils peuvent voter en Russie. La Russie a été créée par des Juifs, Israël, pardon, a été créée par des Juifs khazars. Smotrich, par exemple, est un Ukrainien. Sa famille, l'Ukraine, on sait maintenant que c'était une partie intégrale de la Russie. Mais si vous prenez Netanyahou, il est à moitié russe et moitié biélorusse. Donc toute cette diaspora qui vit en Palestine occupée, ça cause un véritable problème par rapport à la Russie. Et la Russie a déjà payé plusieurs fois des déstabilisations par rapport aux Juifs khazars qui voulaient la création de cette entité. Et le dernier tsar a vraiment payé le prix puisqu'il y a eu... Voilà, malheureusement, on y a eu cette interruption avec Madame Labaroui. J'espère que si le problème va être résolu très rapidement. On revient sur le plateau avec notre invité ici, le docteur Niamsi. À la suite de Madame Labaroui, effectivement, on a aussi écouté le président Vladimir Poutine, en face de lui, cette délégation iranienne. Selon vous, au regard de toutes ces actualités, informations, accords d'un cessez-le-feu, mais pas la fin de la guerre, jusqu'où pourra mener cette situation, cette guerre Iran-Israël, États-Unis? Madame Siké, voyez-vous, les relations internationales ont vécu une contorsion depuis pratiquement 10 jours. 10 jours, pourquoi? Parce que nous sommes dans ce qu'on aurait appelé la guerre des doctrines militaires. Une certaine hégémonie militaire pour le contrôle du Moyen-Orient. Oui. Pourquoi le contrôle du Moyen-Orient, dirais-je? Il faut comprendre que le Moyen-Orient est une zone pétrolifère et aurifère. Donc, 3 peuples y vivent. Le peuple perse, quand on parle de l'Iran, c'est un peuple perse. C'est un peuple qui a une volonté souveraine. C'est un peuple, bien qu'islamophobe, autant pour moi, est un peuple qui reste dans ce qu'on appelle une légalité de dignité et de souveraineté. C'est une fierté que nous connaissons de ce peuple depuis la chute de la monarchie et l'arrivée de ce qu'on aura appelé une idée idéologique dans la Toya Communie. Alors, lorsque j'ai fini de le révéler, il faut comprendre que Israël, là où je vais rejoindre Mme Labaroui, oui. Israël est cet État de binationaux. Tous les Israéliens sont américains en puissance ou des Américains qui se cachent. Pour le dire, beaucoup d'Israéliens sont aujourd'hui sous le joug américain et donc les États-Unis d'Amérique en font un paternalisme. Alors, dans cette guerre de doctrine, voyez-vous, les Israéliens, par rapport à leur rapport, attaquent l'Iran sous 2 prétextes. Premier prétexte, les gardiens de la révolution iranienne continuent à marteler qu'ils ne veulent pas de l'hégémonie américaine. Tout à fait. Deuxième élément, ils parlent de l'enrichissement de l'uranium dans 2 villes iraniennes. Ils prendront donc le fallacieux prétexte de dire que dressing lion, pour dire nous allons dresser un lion
Vous savez ce que c'est que le lion en matière de défense, en matière d'attaque, on dit que c'est l'animal le plus féroce de la forêt. Et bien évidemment de la savane aussi, hein, parce qu'il y a les lions en savane. Ils décident donc de faire opération lion dressé. Cette opération va donc permettre à Israël, sur le fallacieux prétexte de l'enrichissement de l'uranium et à la recherche d'étendre une hégémonie, envoyer vers la ville de Téhéran, en ce jour-là, des missiles et des bombardements par drone. Ce qui va causer ce que beaucoup de nos frères et confrères d'images, télévision et radio parlent d'une guerre inattendue. Parce qu'on frappe sans dire qu'on va frapper. Oui. Cette guerre devient asymétrique. Au lieu de viser directement les sites d'enrichissement d'uranium, de bombarder les quartiers où résident les gardiens de la révolution, on a bombardé Téhéran et les civils ont été touchés. Ce que le président Poutine a parlé du respect des droits de l'homme, du respect des relations internationales, Tout à fait. du respect du code éthique et déontologique, d'une guerre basée sur quoi il faudrait qu'on nous dise pourquoi on bombarde. Mais vous savez, le peuple persan est un peuple que nous connaissons dans l'histoire des grandes migrations du monde. C'est un peuple que nous connaissons d'une fierté incommensurable, une dignité nulle part ailleurs. Ce peuple va donc se dresser aussi en langue persane en donnant ce qu'on appelle opération promesse honnête numéro 3. Cette opération est une opération militaire. Beaucoup de gens ne m'en démentiront pas. Le peuple persan va donc avoir son éveil de regard et va parler du nombre de ce qu'on aurait appelé son charter militaire, qui a 3000 missiles de grande portée et 1500 missiles en moyenne portée. Il va donc prendre l'opération promesse numéro 3 et bombarder vraiment Israël. C'est vrai qu'on nous a caché ce que j'aurais appelé au Cameroun aujourd'hui la politique politicienne. Alors Israël s'est senti touché, mais n'a pas voulu dire aux yeux du monde qu'elle ne peut pas supporter cette guerre. Oui. L'État hébreu a été touché en quasi-majorité de son retranchement territorial. Voilà pourquoi, en date du 21 du 22, les États-Unis vont faire comme ils ont fait pour la première et la deuxième guerre mondiale, comment ils entrent en guerre, hein, toujours dans des prétextes. Se sentant donc bombardés, leur allié a été bombardé parce que vous savez, le mouvement sioniste, c'était le retour à la terre promise. La terre promise, c'était quoi? Lorsque nous avions coupé en deux la SDN pour créer ce qu'on appelle le Congrès de San Francisco, la maison qui est logée aux Nations Unies, qu'on appelle Organisation des Nations Unies, qui devait remplacer les missions de la chute de la SDN, va donc décider que, comme le véritable pourvoyeur, c'est les États-Unis, dans son partenariat avec Israël, vont donc dire nous entrons en guerre et vont lancer une opération marteau de minuit. Donc, les frappes de missiles américains qui sont abattus sur Téhéran toute la nuit du 21 au 22, les États-Unis d'Amérique l'ont baptisé opération marteau de minuit. Voilà comment les États-Unis entrent dans une guerre pour assister de façon coopérative l'armée israélienne qui a été débordée en déposant des tonnes et des tonnes de missiles pour pilonner complètement les bases et le territoire iranien. Ce que nous avions appelé, que nous avons justifié d'une lâcheté, alors les alliés de l'Iran vont donc décider de dire non à cette guerre asymétrique imposée au monde. La Chine va s'opposer, l'Inde va s'opposer, et le président Poutine va frapper la main sur la table pour expliquer le nouveau découpage du monde en disant cela a trop duré, plus jamais cela, nous n'en voulons plus. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il faut reprendre les relations internationales. Le cessez-le-feu va arriver. Nous allons comprendre ce que ce cessez-le-feu va donner. Mais il faut comprendre que trois idéologies s'affrontent aujourd'hui. Opération Lion dressé d'Israël, opération marteau de minuit menée par les États-Unis et le pays persan qu'est l'Iran reste sur ce qu'il a appelé opération promesse honnête numéro 3 persan pour répondre aux vérités de cela en attendant ce que la Chine, l'Inde et le président Poutine vont apporter sur la table des décisions telles que nous sommes en train de voir pour essayer de refaire l'ordre mondial. Merci à vous, Dr Niamsi. C'est vrai que nous sortons de cette thématique, mais Madame Labaroui, on me signale que vous êtes revenue. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose avant peut-être de passer au thème principal? Oui, il ne faut pas trop compter sur l'Inde, puisque l'Inde est dans le programme américain. Et nous remarquons qu'en Afrique, l'Inde ne s'intéresse qu'aux terres arrosées, des terres agricoles. Et il travaille pour Cargill et il travaille pour BlackRock également.
Donc l'Inde, c'est plutôt la taupe, c'est le cheval de Troie des BRICS. Et l'Inde n'est pas bonne du tout par rapport au nouveau monde, puisqu'ils estiment que l'ancien monde les a libérés et il faut qu'ils lui portent toujours allégeance. Donc l'empreinte britannique est toujours très puissante et l'Inde, c'est le Commonwealth. Donc ne comptez pas dessus. Les Russes que j'ai expliqué, il y a toute une diaspora qui est khazare et qui est contre que la Russie ne se mette contre Israël, puisqu'ils ont les 2 millions de ressortissants en Israël. Voilà. Merci. Merci pour ces précisions, Madame Labaroui. Eh bien, on revient sur le plateau. Direction la Côte d'Ivoire. L'actualité nous y amène. Nous allons aborder deux pans de cette thématique. D'abord, le président Alassane Ouattara qui a été reconduit à la tête de son parti. Est-ce qu'il sera candidat? De toutes les façons, nous en parlerons. Et puis, le second point portera sur cette alliance Gbagbo-Thiam qui disent non à M. Ouattara. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Alors, le RHDP a décidé de reconduire à l'issue de son deuxième congrès ordinaire tenu les 21 et 22 juin le président Alassane Ouattara à la tête de ce parti. Alassane Ouattara, dans sa déclaration, l'a dit « Je ne peux pas les ignorer. Je vous ai compris et je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, dans mon âme et conscience, une décision. » Effectivement, il s'agit de savoir si M. Ouattara va donc se présenter, sera candidat officiellement à la présidentielle d'octobre 2025. On rappelle qu'en janvier dernier, lors de ses vœux à la nation, il déclarait il y a 5 ans « Je souhaitais transmettre le flambeau. Les circonstances en ont décidé autrement. » Alors, on va bien sûr prendre l'avis de nos invités une fois de plus. On va commencer cette fois-ci par vous, Dr Niamsi. On voit le président Alassane Ouattara. De toutes les façons, déjà à l'issue de ce congrès, les militants, d'après ce qu'on comprend, souhaitent que M. Ouattara se représente à cette élection présidentielle. Lui, il n'a pas encore il n'a pas encore donné, bien sûr, sa décision finale. Est-ce qu'il le sera ou non? Mais il a dit, j'ai écouté votre appel. Est-ce que les circonstances aujourd'hui peuvent pousser M. Ouattara quand même à accepter justement et à se présenter comme candidat? Madame Sikeng Doumbé, eh bien, le Cameroun est en train de donner une page politique et inspirant d'autres leaders africains. Quand vous regardez la posture du président Paul Biya au Cameroun dans la manifestation de ses candidatures, il a éveillé la mentalité des autres leaders africains dans la confiscation du pouvoir, tel un chapitre avec des sous-titres. D'abord, le peuple m'appelle. Oui. Après, je prendrai acte. Je répondrai au peuple le moment venu. Autant le président Paul Biya l'a fait les 3 dernières élections au Cameroun, 2004, 2011, 2018. Oui. La part belle de la réussite de la politique du président Paul Biya au Cameroun, dans la confiscation du pouvoir, interpelle Ouattara à regarder ce grand pays d'Afrique centrale et d'en faire autant. Mais Ouattara est sur les traces de Paul Biya. Il faut le dire. Regardez son discours. Je vais vous donner ce que j'aurais appelé la rétrospection ou la rétrospective de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui. Il y a de cela 1 mois, le président de l'Assemblée nationale, maire de l'une des plus grandes communes de Côte d'Ivoire, oui. Yopougon, oui. décide d'admettre que les opposants, que ceux qui s'opposent, puissent faire ce que j'aurais appelé, attention, un meeting. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un baromètre. Il cherche à connaître à quel niveau sont les opposants. Au sortir de ce meeting, certains journalistes du bord politique ivoirien décident donc de traiter ce meeting d'un meeting de va-t-en-guerre, d'un meeting d'une opposition qui ne se reconnaît pas en ce qu'on aurait appelé des vrais politiciens pour renverser le pouvoir au jour des urnes à Ouattara. Ok. Très rapidement, le président Gbagbo lance un meeting lui aussi. Oh, le meeting du président Gbagbo
a bel et bien eu lieu. Tout à fait. Comment pouviez-vous admettre des meetings quand vous saviez que vous allez ne pas admettre la candidature de ces candidats? Non. On pose un jet, Barbeau fait son meeting, quand il finit de faire son meeting, le lendemain, on dit Barbeau, Thiam, Bleu Goudé ne seront pas candidats à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il y a une force. Ses opposants sont forts. Ils représentent un électorat ivoirien, pur, mûr et dur, à même de créer, au soir de ces élections, ce qu'on aurait appelé en Côte d'Ivoire, il faut sortir Barbeau. Il est entré au pouvoir par l'hôtel du Golfe, il va ressortir par l'hôtel du Golfe. Suivez mon regard, l'histoire est pouvoireuse de réponse. Alors, le président Ouattara rentre dans une manifestation du Congrès. Il a très bien lu le Cameroun. Hein. Ce qu'il fait là, c'est ce que les images du Cameroun enseignent. De l'UNC au RDPC, c'est comme ça qu'on fait les congrès, pour dire que le peuple a besoin de moi. Et il ramène l'image du Cameroun en Côte d'Ivoire, pour dire que nous avons un pays extraordinaire qui sait donner des bonnes et des mauvaises leçons. Voilà donc une leçon du chapitre Cameroun qui est appliqué en Côte d'Ivoire. La leçon va donc dire quoi? Le congrès s'étant réuni, et vraiment massivement, ce congrès ne représente pas les plus de 25 à 30 millions d'Ivoiriens. C'est une salle bien coupée, bien conçue, qui ne peut pas prendre 1 million de personnes. Mais c'est cette salle qui montre l'adhésion à ce parti pour son candidat. Qu'est-ce que le candidat fait dans une rhétorique politique? Je vous ai suivi. Oui. Malgré son discours qu'il aurait utilisé bien avant, que le destin, la force de la nature, oui, voudrait m'amener à tendre le flambeau. Tout à fait. Mais l'interrogation est, voudrait m'amener à tendre le flambeau. Il ne dit pas, m'amènerait-il à tendre le flambeau? Parce qu'il y a une forme interrogative qui devrait susciter l'adhésion massive des opposants. Ouattara est frappé par la Constitution, il ne peut pas briguer un autre mandat. Ouattara va-t-il partir? Ouattara ne le dira pas de façon narrative. Il va dire, les circonstances de la vie m'amènent à tendre le flambeau. Je ne sais pas si dans son discours on a mis 3 points de suspension, inachèvement des idées. Parce que là, il faut regarder le plan narratif et lire la sémiologie française dans cette sémantique. Qu'est-ce que la morphosyntaxe de la phrase interpelle celui qui a lu? Si vous me permettez justement, puisque vous parlez de cette déclaration, ça va peut-être nous permettre d'aller encore en profondeur avec le concours de la réalisation. On prend justement le petit extrait de cette déclaration du président Alassane Ouattara. Ensuite, on revient pour suivre sur le plateau. C'est concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025. Je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Oui. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Et je veux dire bravo à tous et à tous. Félicitations pour cette expérience. Vous voyez donc que le Cameroun va aux élections présidentielles en octobre, la Côte d'Ivoire en octobre. Oui. Les deux pays se regardent. Mais le petit frère copie le grand frère. Le président Paul Biya n'a pas encore déclaré qu'il sera candidat. Mais les petits groupuscules et les agitations tentaculaires au sein de la classe politique camerounaise, notamment dans le RDPC, est déjà en train de demander au président Paul Biya de se représenter. Oui. Je n'irai pas du dos de la cuillère pour dire que le président Alassane Ouattara, ayant bien compris ce que son grand frère est en train de faire au Cameroun, regardez la similitude de ce pays, lui aussi il ira. Sauf que le président Paul Biya n'a pas encore parlé. Et ne parlera pas. Mais il fera un très bon tweet. Mais Ouattara, le RDPC n'a pas encore fait de congrès. Et dans ses statuts, sans congrès, il peut faire ce qu'on appelle le comité central, peut agir en lieu et place du grand congrès. Tout à fait. Vous voyez que le RDPC inspire
ce parti de la confiscation du pouvoir au Cameroun inspire les États africains qui veulent aussi confisquer le pouvoir. Regardez ce qui va se passer. Le président Ouattara va employer la même phrase. Je vous ai compris. J'ai pris note. Je vais vous répondre. Voilà comment les dictateurs africains de la confiscation du pouvoir ne veulent pas le changement tel que vu par d'autres partis qui concourent au suffrage. Alors, je vais poser deux grilles de lecture dans la souveraineté et l'esprit politique. Si le président Ouattara veut entrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il doit faire une sortie médiatique au mois de septembre devant le peuple ivoirien. Je vous ai compris, mais j'ai pris ma décision. Je n'irai pas aux élections présidentielles. Le RHDP devra trouver un candidat, celui à même de représenter mon œuvre et qu'il continue mon œuvre, parce que moi, le président Ouattara, j'ai voulu donner à la Côte d'Ivoire, j'ai donné, mon temps est d'être un observateur. Là, Ouattara entrera dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il sera lu et ses propos seront comme des thèses évolutives à la recherche en sciences politiques. C'est la même chose que le président Paul Biya au Cameroun. S'il veut rentrer dans l'histoire, comme Maïdio est entré dans l'histoire le 2 novembre 1982, lorsqu'il a fait un discours tonitruant en expliquant aux Camerounais pourquoi il se retira en politique, il laissera la continuité de l'œuvre publique à un jeune dont il a cru. Nous étions au parti unique. Donc Paul Biya peut le dire aussi au soir de septembre, ou sinon le 1er octobre. Que représente le 1er octobre dans l'histoire du Cameroun? Le 1er octobre, bien dans l'histoire du Cameroun, c'est la grande formule de la réunification. Le gros 50 que nous avons utilisé quand on était à l'école primaire. Le 1er octobre, c'est la réunification dans l'histoire du Cameroun. Et c'était le 1er octobre 1961, où les deux Cameroun ont décidé de se donner des bisous, pas des bisous de Judas, mais des vrais bisous, pour que les Camerounais sentent. Et quand vous regardez la configuration de ce drapeau, regardez où étaient les étoiles. Ok. Voilà. Donc le président Paul Biya, le 1er octobre, peut aussi faire une sortie médiatique pour qu'il entre dans l'histoire et dire que j'ai pris ma résolution d'avoir beaucoup donné au Cameroun. Le destin et le temps est pour moi aujourd'hui de regarder le Cameroun à travers Vomika, afin de tendre la perche aux jeunes loups aux dents longues, dépositaires des partis politiques, comme mon candidat, Serge Espoir Matomba, dans son programme de pouvoir, avec la bénédiction de ses pairs, prendre les rênes du Cameroun à ce jeune âge. Vous savez, Paul Biya prenait le pouvoir à 49 ans, Matomba prendra le pouvoir à 46 ans. Quand vous voyez ces similitudes, nous devions dire, pour revenir à la Côte d'Ivoire, que le président Gbagbo rentra dans l'histoire dans son parti politique en ne plus se présentant, mais en ramenant un jeune de ce parti, âgé entre 40 et 48 ans, qui doit challenger devant Thiam, Gbagbo et le reste. Ça veut dire que vous faites, justement, vous avez fait ce parallèle, vous êtes revenu sur le Cameroun, vous parlez de M. Ouattara, donc vous tombez maintenant sur M. Laurent, effectivement, Gbagbo. Vous pensez aussi qu'autant M. Ouattara devrait sortir justement par cette grande porte, Laurent Gbagbo devrait aussi le faire et passer le flambeau. Mais vous m'aviez compris. Entre les lignes, c'était une périphrase qui arrive dans une réflexion qui s'estompe à dire que au revoir, M. Gbagbo. Vous n'avez plus de place dans le champ politique ivoirien. Et ce sont ces grilles de lecture qu'il faudrait que les gens aient de façon froide. Adieu, président Gbagbo. Fais la politique. Mais balise un chemin. Oui à M. Blé Goudé. Oui à M. Guillaume Soro. Mais non à Thiam, non à Gbagbo. Pourquoi Thiam? Thiam, c'est aussi la jeunesse. Non. L'âge est monté. Il ne se retrouvera pas. Il va faire la confiscation. Déjà que Thiam, depuis ces derniers temps, est allé en France. Qu'est-il allé faire là-bas? Oh, nous avons une souveraineté des jeunes qui sont à même de faire asseoir dans la politique ivoirienne ce qu'on aurait appelé l'adhésion massive d'une jeunesse ivoirienne à la gestion des choses de la cité. Quand on regarde la Festi, on regarde Blé Goudé. Quand on parle la Festi, on regarde Guillaume Soro. Mais ce n'est que ces deux jeunes-là, l'un parmi l'autre, à même d'apporter le jeu politique avec des programmes politiques de souveraineté. Et là, j'en suis fort aise que Blé Goudé peut le faire. Parce que
C'est l'Ivoirien qui est parti à la haie, qui est revenu, et que le monde entier a trouvé qu'il est droit dans ses bottes et n'est pas comptable de la gestion dans la calamité de ce pays. Il n'est pas comptable de cette gestion. C'est pourquoi je dis au peuple ivoirien d'avoir le débat haut, la dragée haute, pour voir quand la Côte d'Ivoire aujourd'hui, un jeune qui aura l'opinion publique derrière sera à même de faire de la Côte d'Ivoire un pays très très émergent à l'horizon 2035. Sans oublier que nous au Cameroun, nous avions le combat parce que le président Paul Biya ne se représentera plus et nous devions apporter des programmes alléchants aux jeunes. Merci à vous, Dr Niamsi. De toutes les façons, on rappelle simplement à nos téléspectateurs que l'actualité camerounaise est débattue. D'ailleurs, justement, Dr Niamsi, qui fait partie des consultants permanents de cette émission, le Zoom 237, c'est du lundi au vendredi sur For You Media Africa, lorsqu'il est exactement 20h45, heure d'Afrique centrale, 19h45 en temps universel. Merci à vous, Dr Niamsi. Avant de passer au second point, parce que tout à l'heure, on reviendra également sur cette alliance, si je peux le dire ainsi, Gbagbo-Thiam. Mais avant, en revenant avec vous, Madame Labaroui, sur ce congrès finalement où M. Ouattara a reconduit à la tête de son parti, même si ici sur le plateau, Dr Niamsi a quand même fait un parallèle. Oui, si on ne veut pas que M. Ouattara ne se présente pas à cette élection présidentielle, il faut aussi regarder les autres. Et il a cité le président, l'ancien président Laurent Gbagbo. Madame Labaroui. Écoutez, je vais encore m'attirer la foudre des téléspectateurs. Nous sommes dans un changement géopolitique. Nous avons vu récemment une guerre éclater entre l'Inde et le Pakistan. Les Américains ont fait bouger leurs armes, l'Inde, contre le Pakistan, pour déstabiliser la Chine. Ça n'a pas réussi, on s'attaque à l'Iran. Malheureusement, aucun pays africain n'a la force de frappe des Iraniens. Et aucun pays africain n'a le nucléaire et la bombe nucléaire pakistanaise. Nous sommes face au candidat français qui est face au candidat américain, tout simplement. À partir de 1945, les États-Unis qui ont intervenu à la fin de la guerre et ils ont tiré profit de toute cette guerre et ils ont revu la Société des Nations pour créer les Nations Unies. Ils ont créé un pouvoir central. Vous avez autour leurs alliés, c'est les Européens, et vous avez, par rapport aux alliés, vous avez les pays de soutien. Le précaré français, c'était le pays de soutien de la France, donc l'allié du pouvoir central qui est les USA. Il y a des documents qui sont sortis là-dessus, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, je n'invente rien. Aujourd'hui, dans ce changement géopolitique, il y a des pays qui échappent à la règle puisqu'ils ont des alliances avec la Russie, avec la Chine, mais il y a des pays qui sont toujours sous influence française. Ce que beaucoup d'Ivoiriens ignorent, c'est que M. Gbagbo était l'homme de la France. Son parti s'est fait en France, il a été fabriqué en France. Mais il y a eu des négociations et les Américains ont revu leur politique en 2007 par rapport à l'Afrique. Ils ont créé Syntcom, ils ont créé Africom. Et puis, ils ont commencé à dire aux Français, terminez, vous sortez de là. Ils ont créé Al-Qaïda, AQMI en même temps. Et ils ont justifié, à partir du 11 septembre, leur présence sur le continent, soi-disant pour lutter contre le terrorisme qu'ils ont créé eux-mêmes. Et les Français, pour les contrer, ils ont créé le Moudjahou, Boko Haram et tout ce qui s'ensuit. Quand on parle du terrorisme endogène et exogène, tout ce qui est exogène, c'est les États-Unis. Ce qui est endogène, c'est la France qui l'a créé. Nous sommes dans ça aujourd'hui, cette guerre qui continue entre la France et les États-Unis. Monsieur Sarkozy avait négocié, on reste dans notre précaré, mais on vous aide à
en finir avec Kadhafi. C'est les Américains qui avaient décidé d'en finir avec Kadhafi, mais c'est les Anglais et les Français qui ont fait le sale boulot. La Syrie également. C'était le même programme et c'est les Français et les Anglais qui ont fait aussi le sale boulot. Aujourd'hui, les Américains qui sont en chute par rapport à leur économie, ils ne veulent plus de la France. Donc, je vous ai envoyé tout à l'heure tout ce qui est mouvement révolutionnaire en Afrique, c'est financé par George Soros. Et M. Gbagbo est tout fier de nous annoncer qu'il a créé Trop c'est trop. Trop c'est trop quand on part en Égypte. Et les printemps arabes étaient concernés, et ben c'était Kifaya. En Algérie, c'était barakat. C'est le même mot qui est traduit par rapport au patois, par rapport aussi à la langue du pays. Nous allons au Soudan, pareil. Mais ben, il y a eu aussi Y en a marre au Sénégal. Donc, tous ces mouvements-là, c'est George Soros qui finance. Donc, M. Gbagbo nous a gentiment expliqué que son mouvement, eh ben, il est géré par les États-Unis. On ne veut pas laisser place à la Chine, ni laisser place aux Russes au niveau de la Côte d'Ivoire. Cette guerre hybride qui est entre les Français et les Anglais et les Américains, eh ben, c'est les Américains qui vont l'emporter clairement. Donc celui qui finance M. Gbagbo va l'emporter puisqu'il est américain, il travaille au profit de la CIA. Nous sommes dans ça. Malheureusement, il y a une prise de conscience de la part des peuples africains concernant la libération du continent. Il faut se libérer. Mais là où il y a moins de prise de conscience, c'est dans la politique américaine et comment les Américains utilisent leurs bras armés, comme le Maroc d'ailleurs, et on l'a vu en Iran, avec les Israéliens contre les Iraniens. Et il y a trois personnes qui ont été arrêtées. Il y a aussi 4 personnes, 3 qui sont mortes. Les Iraniens, je vous avais envoyé le document. Et puis une personne qui est très gravement blessée. Il y a l'intervention des Émirats arabes aussi contre l'Iran. Mais c'est pareil en Afrique. Quand vous avez des sociétés émiraties, eh ben ces sociétés-là sont en réalité sionistes américaines. Et les Émiratis ont donné à plus de 5000 Israéliens qui ont aussi la nationalité américaine en partie, hein, la nationalité des Émirats arabes, comme ça, ils passent inaperçus. Depuis 48 heures, il y a je ne sais pas combien de pays, mais j'ai vu que pas mal de pays demandent maintenant le visa aux Marocains parce qu'ils craignent justement que ces espions qu'on a retrouvés en Iran risquent aussi qu'on les introduise dans d'autres pays. Donc les Américains n'agissent pas directement, les Américains agissent en douce. Ce qui est dommage dans tout ça, Monsieur Gbagbo, il n'a pas pris leçon de Kadhafi, qui était l'homme de la France en 69 quand il a pris le pouvoir, et après l'affaire Le Kirby, c'est les Américains qui ont pris le dessus sur les Français, après la chute de l'Union soviétique justement. Et puis Monsieur Saddam Hussein aussi. Monsieur Saddam Hussein, c'était l'homme de la CIA, il a été mis en place pour faire la guerre à l'Iran. Ça a porté ses fruits. Malheureusement pour lui, il en est mort et l'Iran est sorti plus forte. On voit aujourd'hui ce que vaut l'Iran. Ils ont cette expérience de la politique américaine. Les Africains ne sont pas encore à cette prise de conscience qu'il n'y a pas de pays souverain. Même l'Algérie n'est pas souveraine. Ça, pour qu'on ne dise pas que je suis... Non. L'Algérie, si elle n'a pas une alliance stratégique avec la Russie et puis un véritable partenariat avec la Chine, et on a aussi des alliances avec l'Iran, avec la Turquie. L'Algérie n'est pas souveraine. Aucun pays dans le monde n'est souverain. Même pas les États-Unis, puisque ce sont des lobbies qui gèrent la politique américaine. Donc comprenons que ces deux hommes, ils ne veulent pas le bien de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement pour les Ivoiriens, il faut qu'ils aillent faire leurs recherches. Je conseille ce livre-là, voilà, écrit, c'est vrai qu'on le voit à l'envers, écrit par Kissinger,
où il explique la diplomatie américaine, puisque ce que nous vivons aujourd'hui, l'instigateur de toute cette politique, c'était Kissinger. Son dernier livre est sorti après le départ de la guerre Ukraine-Russie. Il est sorti été 2022. Il est mort à l'âge de 100 ans, mais il a pourri le monde avec ses sionistes, ses frères sionistes, dont George Soros aussi, ils sont de la même ethnie, malheureusement. Albright aussi. Donc, comprenant que pour libérer l'Afrique, il faut arrêter de prendre ces fantoches-là qui sont au pouvoir, qui ont été au pouvoir. Il faut prendre dans la jeunesse ivoirienne, celle qui a envie vraiment de se libérer et celle qui sort du peuple. Tout cela se sont gavés. Et après, ils prennent... Monsieur Gbagbo, il est dans la revanche tout simplement. Et c'est ce que j'expliquais par rapport à Saddam Hussein et à Kadhafi. Il était plus malin parce qu'il a préféré se retrouver à La Haye que de se retrouver dans un cercueil. Aujourd'hui, il revient avec le soutien de George Soros, l'argent des Américains. Mais si quelqu'un peut lui faire passer le message, qu'il me réponde. Et je suis prête à faire un débat avec lui. Je suis prête à faire ce débat avec lui. Monsieur Gbagbo, soyez raisonnable. Laissez la revanche de côté, pensez aux Ivoiriens et aux Africains d'abord. Merci. Voilà, merci à vous, Madame Labaroui, merci. Et ça nous permet justement d'aborder le second point de ce matin en ce qui concerne cette alliance Gbagbo-Thiam. Docteur, la réalisation en BOC, on va quand même afficher les numéros de téléphone. On espère que déjà toutes nos excuses, chers téléspectateurs. Il y a un réel souci avec la connexion depuis quelques jours déjà. On espère qu'elle nous permettra de vous avoir au téléphone. Donc, on va quand même afficher les numéros de téléphone et on va essayer au standard. Sinon, on poursuivra avec nos invités sur le plateau. Docteur Yamsi, je veux vous relancer quand même après l'analyse de Madame Labaroui, qui revient, étend quand même son analyse sur un certain nombre d'acteurs internationaux, pour ne pas dire occidentaux, qui pourraient soutenir certains de ces candidats. Donc, je m'attarde sur le cas du président Laurent Gbagbo. C'est vrai que c'est un peu difficile à accepter ou à gober, je le dirais ainsi, au regard de ce que représente aujourd'hui le président Laurent Gbagbo. L'on se pose la question, est-il réellement possible que des facteurs externes, des acteurs externes ou mieux occidentaux soient derrière tous ces candidats, c'est-à-dire le président Ouattara, le président Laurent Gbagbo, pour ne rester que sur ces deux-là? Voyez-vous, Madame Siké, le jeu d'intérêt en relation internationale est un positionnement distinctif. Oui. Pourquoi je vais le dire? Chaque pays qui vient vers l'Afrique vient par rapport à un intérêt. Oui. Et ce pays se distingue dans cet intérêt par les avoirs. Oui. Gbagbo a été président, il n'a jamais fini ses chantiers. Parce qu'il a été poussé à la porte de ses chantiers. Il a besoin de revenir pour parachever son œuvre avec ses bailleurs de fonds, avec ses anciens amis et ses nouveaux amis. Oui. Comme Mme Labaroui le disait tout à l'heure, il y a une frange de la société secrète américaine et les cabinets de lobbying américains en Afrique qui s'imposent à Gbagbo pour pouvoir avoir une vision sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Thiam est un produit français. N'oubliez pas qu'il a eu la nationalité française et qu'il a fait l'école de mines de Paris. Ce dernier a derrière lui une frange républicaine française avec des cabinets de lobbying français pour faire la part belle à la France lorsqu'il prendra le pouvoir. Maintenant, je ne vais pas en découdre avec les jeunes loups aux dents longues, tels que Blé Goudé et Guillaume Soro. Nous savions que Soro a été dans les velléités du pouvoir pour mettre Alassane Ouattara président de la Côte d'Ivoire. Ça fait 14 ans que nous le savions. 14 ans. Après, il était question pour Ouattara de fabriquer Guillaume Soro comme président de l'Assemblée nationale et après ne plus se présenter aux élections pour que son dauphin puisse gagner la présidentielle. Tout à fait. Ce qu'il n'a pas voulu faire et a traité son dauphin de tout ce que vous connaissez, tout ce qu'on a lu dans la presse ivoirienne. Voilà comment ce dernier s'est retrouvé au Burkina dans sa base arrière et a été en fuite
avec ce que Ouattara a voulu faire de lui un mandat d'arrêt international. On ne dira pas plus pour Blé Goudé que nous savions qu'il a derrière lui toute une génération des enfants nés en 80, en 90 et en 2000 qui l'ont vu comme grands patriotes du mouvement Fessi en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Blé Goudé, c'est ce que j'aurais appelé une valeur sûre de ces élections. Mais qui est derrière Blé Goudé? Nous avons 3 grilles de lecture. Tantôt la France a un rapprochement. Tantôt les États-Unis ont un rapprochement. Mais on voit beaucoup plus la souveraineté dans ses discours. Donc il est beaucoup plus pro-russe dans une bipolarisation où il s'est donné corps et âme dans son esprit d'aller vers l'autre grand vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai nommé l'idéologie Poutine en Afrique pour l'éveil des consciences. Je jetterai donc mon dévolu dans une page de l'histoire qui ne contredira pas le peuple ivoirien, mais qui va réaffirmer un peuple ivoirien sur la moralité des candidats, Oui. sur le vécu des candidats en matière politique. Car vous savez tous comme moi qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a ce qu'on aurait appelé 3 idéologies. Ok. La première idéologie, elle est française. Ok. L'Ivoirien s'identifie à la France. Pourquoi? Parce que tous les Ivoiriens sont ivoiro-français, ou libano-ivoiriens français, ou franco-ivoiriens ou ivoiro-franco. Il faut bien qu'on se comprenne. C'est-à-dire que c'est des Français nés sur le territoire, ayant eu la nationalité française sur le territoire, mais revenus prendre la nationalité ivoirienne. Okay. D'autres sont ivoiriens nés en Côte d'Ivoire, étant allés en France faire des études, faire autre chose, sont devenus ivoiro-français. Donc, il faut donc regarder la différence entre ces deux thèmes. Comment pense l'ivoiro-français et comment pense le franco-ivoirien? Alors, je vais vous donner comment pense l'ivoiro-français. L'ivoiro-français pense que il se détermine d'abord comme ivoirien, mais c'est la France son modèle. Or, le franco-ivoirien pense qu'il est français et comme il a un lien de sang ivoirien, il doit ramener la politique française en Côte d'Ivoire. Face à ces deux idéologies qui s'affrontent, il faut donc rester lucide et comprendre que présentement, nous allons faire la part belle aux idéologies qui peuvent apporter à l'Afrique un regain d'espoir, un soleil levant. Je sortirai par ce jet. Il y a une page de l'histoire camerounaise que j'aime bien apporter à la mémoire collective. Le Camerounais pur souche, le Camerounais d'origine. Qui est ce Camerounais? C'est ce Camerounais qu'on a enterré en Guinée-Conakry, Moumié. C'est ce Camerounais qu'on appelait Ernest Wanji. C'est ce Camerounais qu'on a appelé Oumniobe. Ces Camerounais-là, permettez-moi de ramener cette page de l'histoire, n'ont jamais appartenu à une autre nationalité, sauf à la nationalité camerounaise. C'est ce genre de Camerounais que nous voulons aujourd'hui au Cameroun. C'est ce genre d'Ivoirien que la Côte d'Ivoire attend. Pas un Ivoirien à double nationalité. Pas un Ivoirien aux esprits d'ailleurs. Un Ivoirien dans l'originalité du terme. C'est cela qui manque à certains États africains aujourd'hui. Ce qu'on appelle le nationalisme ancré dans les valeurs ancestrales. Madame Sikeng Doumbé, si le destin du Cameroun se rapproche à celui de la Côte d'Ivoire, et si le destin de la Côte d'Ivoire s'estompe aux réalités que le Cameroun présente aujourd'hui en politique, ces deux pays doivent refaire leur histoire. Ces deux présidents doivent laisser le pouvoir de la plus belle des manières en laissant certains jeunes continuer l'œuvre politique à leur manière. Merci une fois de plus. Merci à vous, Dr Niamsi. Nous allons prendre un autre extrait avant de revenir sur le plateau, aller en profondeur dans le second thème. Mbok, on prend l'extrait, ensuite on revient, s'il vous plaît. Déclaration du PPACI et du PDCI-RDA relative à la création d'un front commun.
le Parti du peuple africain Côte d'Ivoire, PPACI, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA, à l'initiative des présidents Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, conscients de la nécessité de mutualiser leurs forces pour relever les défis liés au processus électoral, décident de créer un front commun. Ce front commun vise à favoriser la concertation, la coopération et l'unité d'action du PPACI et du PDCI RDA dans le but notamment de, premièrement, remettre sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, le premier ministre Soro Guillaume, ainsi que M. Charles Blé Goudé et Noël Akossi Benjo. Deuxièmement, procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, telle que prévue par le Code électoral et inscrit au budget de l'année 2025. Je reprends. Procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, telle que prévue par le Code électoral et inscrite au budget de l'année 2025. Troisièmement, procéder à un audit de la liste électorale qui présente de nombreuses anomalies mises en évidence par tous les partis politiques majeurs, dont le PPACI et le PDCI RDA. Quatrièmement, procéder à la réforme de la commission électorale pour une plus grande transparence, indépendance de l'institution et une proclamation plus sécurisée des résultats bureau de vote par bureau de vote. Cinquièmement, appeler le gouvernement à ouvrir de manière diligente le dialogue politique avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile pour favoriser les conditions d'élection crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Un comité paritaire entre le PPACI et le PDCI RDA sera mis en place pour préparer les actes constitutifs du Front commun dont la signature interviendra dans les jours à venir. Fait à Abidjan le 19 juin 2025, pour le PPACI, le président exécutif du PPACI, Sébastien Danon Kéké, et pour le PDCI RDA, le vice-président coordinateur général Noël Akossi Benjo. Je vous remercie. Voilà, merci à la réalisation pour cet extrait. On a donc écouté finalement cette alliance Gbagbo-Thiam, à quoi s'attendre lorsqu'on sait qu'il y a encore quelques semaines ou quelques mois quand même, hein, il y avait plutôt cette alliance avec le parti de M. Thiam, avec d'autres partis d'opposition, dont celui de Madame Simone Eviette, le président Charles Blé Goudé également. Il y avait plusieurs, en tout cas, partis d'opposition qui s'étaient réunis pour faire front commun dans le cadre de certaines réclamations électorales. Aujourd'hui, M. Thiam se tourne vers Laurent Gbagbo. L'autre petite interrogation aussi, c'est de savoir, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'alliance entre Thiam et Simone Eviette? De toutes les façons, nous allons analyser et bien sûr comprendre déjà, une fois de plus, tous nos excuses à nos téléspectateurs. On ne pourra pas aller au standard aujourd'hui à cause des raisons techniques, j'ai expliqué tout à l'heure. Mais voilà, nous allons poursuivre sur le plateau. Ce sera d'ailleurs le dernier tour de table autour de cette question. Madame Labaroui, je vais ouvrir avec vous sur ce point. Thiam, Gbagbo, au-delà du fait, effectivement, que vous êtes revenu sur certains détails, ils sont soutenus. Mais aujourd'hui, sur le plan interne en Côte d'Ivoire, est-ce que ces deux leaders, si on peut les appeler ainsi de l'opposition, peuvent peser face à M. Alassane Ouattara?
Écoutez, quand on voit la réaction des Américains vis-à-vis du tribunal international, je pense qu'ils ont sauvé la vie à Gbagbo, hein, pour s'en servir, bien évidemment. L'ancien président de la Serbie, eh ben, il n'est pas sorti vivant de ce tribunal. Donc il faut apprendre des erreurs des autres, il faut apprendre de ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Quand on regarde le parcours de Thiam, ah ben c'est loin d'être le parcours de Monsieur Ibrahim Traoré, que je salue d'ailleurs. Hein, et c'est pour cela qu'on s'est acharné sur Monsieur Traoré pour le liquider. Monsieur Thiam, non, il est soutenu et puis il a l'argent de Soros. La différence est là. Et Gbagbo, s'il s'allie avec, c'est qu'ils ont le même objectif, travailler pour le même patron, qui est en train de s'affirmer sur le précaré français. Donc, il faut arrêter de croire, encore une fois, qu'il y a une souveraineté. Quand on ne fabrique pas ses propres armes, quand on plante pas sa propre nourriture, les Iraniens, 95% de ce qu'ils mangent, ça vient de l'Iran. Les armes sont fabriquées en Iran. Et vous avez aussi les moindres objets dont nous avons besoin quotidiennement. Quand on ne les fabrique pas, il n'y a pas de souveraineté. Encore moins quand il n'y a pas une monnaie nationale. L'Afrique n'est pas souveraine. Mais malheureusement, aujourd'hui, je peux le dire, parce que il y a 5 ans, je me suis attaquée au problème du néocolonialisme américain. À l'époque, on parlait de la France et moi, je parlais de la France et des États-Unis. On m'accusait de travailler pour la France et d'essayer de détourner l'attention. Non, depuis Corona, on voit que les Français, ils marchent derrière les États-Unis. Quand vous avez des gens qui ont des partis politiques en France, comme M. Asselineau, que beaucoup d'Africains connaissent maintenant, il vient, il vous dit, nous ne sommes pas souverains, nous sommes derrière les Américains, c'est eux qui gèrent. Alors, qui gère en Afrique donc? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'alliance qu'il y avait entre Sarkozy et entre les États-Unis, carrément, parce que là, quand il s'agit de la politique extérieure, les États-Unis, c'est l'État profond qui parle. Ce ne sont pas les présidents qui parlent. La politique, quand Trump est arrivé, j'ai même entendu Trump est gentil, il a arrêté la guerre tout de suite à Gaza. Non, il n'avait pas arrêté la guerre. Il avait changé le mode de guerre. On ne bombarde pas, ils n'ont pas bombardé pendant 10 jours. Par contre, Trump a interdit qu'on fasse rentrer une bouteille d'eau à Gaza. Tant que cette guerre continue à Gaza et personne ne peut s'y opposer, il faut qu'on comprenne, et les Américains veulent donner une leçon à ceux qui leur disent non, et ça va être le même procédé. Donc, qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens doivent prendre conscience qu'ils ont ce qui est en train de se passer, c'est ils sont entre le choléra et la peste tout simplement, et ils ont le choix entre le choléra et la peste. C'est le peuple ivoirien qui doit s'exprimer et montrer qu'il a pris conscience des enjeux. Et tous ces traîtres que nous avons en Afrique, Gaza a tout dévoilé. Et la guerre, la dernière chose, c'est la guerre qu'il y a entre la caserne israélienne, otanienne, comme l'a dit M. Poutine, et puis le monde occidental, donc l'Iran elle est en train de nous démontrer qu'il n'y a pas de souveraineté. La souveraineté, c'est les grandes puissances et c'est les puissances nucléaires. Et si les Africains me disent il faut qu'on aille vers le nucléaire, regardez l'Iran, ce qu'elle subit. D'abord la monnaie, après la nourriture que nous mangeons, après les objets que nous fabriquons et surtout les armes. Il faut se doter de technologie pour fabriquer des armes. Tant qu'il n'y a pas ces 4 éléments, on ne peut pas parler de souveraineté. Par contre, on peut contrer cette politique néocoloniale. On peut la contrer. Les États-Unis, on peut en faire des indésirables sur le continent africain. Parce qu'en réalité, ce sont les lobbies des grandes sociétés, de la mondialisation,
qui viennent, qui pillent et qui pillent le monde entier. Voilà la réalité des faits, la réalité des choses. Monsieur Ouattara, Monsieur Gbagbo, ils sont pas là pour les Africains. Eh ben sinon, ils subiraient le sort de Monsieur Traoré. Il a subi combien de tentatives d'assassinat et de coups d'État. Eh ben ça donne un exemple par rapport à ceux qui essayent de se libérer dans le monde, mais également, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les véritables souverainistes panafricanistes dirigeants qu'il y avait dans les années 60-70, ils ont tous été liquidés. Et en 87, c'était le dernier qui tombait, Thomas Sankara, paix à son âme. Celui qui ne marche pas avec la politique néocoloniale, il se fait liquider. Ou on essaye d'attenter à sa vie. Si on échoue, tant mieux d'ailleurs. Et je profite pour dire à Monsieur Traoré, chapeau, et j'espère que vous aurez une longue vie pour libérer le Burkina Faso. Merci. À vous, Madame Labaroui, merci. Eh bien, on revient sur le plateau avec vous, Dr Niamsi, puisqu'on est en train de sortir sur cette thématique, Alliance Gbagbo-Thiam. À quoi s'attendre? Est-ce un duo qui peut véritablement peser face au président Alassane Ouattara? Duo, oui. Un duo qui peut peser, sauf que il faut retenir que la réflexion autour de cette alliance a d'abord un ordre du jour. Revisiter le code électoral, revisiter la liste des candidats aux élections présidentielles et faire de Gbagbo, Thiam, Blé Goudé, Guillaume Soro des potentiels candidats aux élections présidentielles. Il faut d'abord résoudre le problème de l'exclusion politique de ces 4 noms. Si le président Ouattara veut rentrer dans l'histoire, il doit apporter sa grande magnanimité. Il doit sortir du despotisme. Il doit bannir de son langage politique le dogmatisme. Et il doit ouvrir sa largesse d'idées dans un esprit pragmatique. Il faut que les gens comprennent. Il doit être un homme pragmatique. Il ne doit pas voir en ces 4 leaders dont je viens de citer des concurrents. Non. Il doit voir en ces personnes des partenaires politiques qui peuvent avoir des idées différentes. Sinon, c'est dans la différence que la Côte d'Ivoire se fera forte. Parce qu'il y aura opposition de 4, 5, 6 programmes politiques aussi alléchants pour pouvoir interpeller l'Ivoirien pour que celui-là, au soir d'octobre, puisse savoir qui est le candidat qui prendra la destinée de la maison ivoirienne. En sus, je vais relever, non loin, une page historique de la Côte d'Ivoire. C'est que quand vous entendez ces noms, Gbagbo, c'est une région de la Côte d'Ivoire. Thiam, c'est un repli d'une région de la Côte d'Ivoire avec une connotation, une Côte d'Ivoire musulmane. Blé Goudé, c'est un bastion politique ivoirien d'une ennemi. Et Guillaume Soro. Alors, dans ce jeu électoral ivoirien, vous allez vous rendre compte que si Ouattara veut rentrer dans l'histoire et veut faire de l'histoire de la Côte d'Ivoire une histoire qui sera enseignée et lue dans le jeu démocratique et dans ce qu'on appelle les sciences politiques, il devait ouvrir le champ politique. Il n'oublie pas que c'est sous l'ère Gbagbo, dans un congrès ivoirienneté ivoirien, que le président Laurent Gbagbo, sous la houlette d'Henri Konan Bédié, Henri Guessan et d'autres, qu'on bannit le problème d'ivoirianité et qu'on décide de faire d'Alassane Dramane Ouattara un candidat à l'élection présidentielle. Attention, il ne faudrait pas que les gens refusent ou sinon déchirent cette page de l'histoire en la mettant dans la poubelle. C'est une page vivifiante. C'est une page qui est au sommet du firmament politique ivoirien, que les frères ivoiriens se sont embrassés, se sont dit de faire taire le problème de l'ivoirianité et de laisser Ouattara aller aux élections. Nous avions tous apprécié cette façon de réfléchir. Mais aujourd'hui, nous critiquons avec force. Il faut laisser Gbagbo aller aux élections. Il faut laisser Thiam, Blé Goudé et Guillaume Soro aller aux élections. Et que le peuple ivoirien
souverains à l'une les sanctionne politiquement. Il faut annoncer un débat politique sanctionné par les urnes et non par l'exclusion politico-politicienne à la recherche d'embrigadement d'un pouvoir, embrigader une politique et refuser que les visions puissent être multiples. L'Afrique que nous voulons et la Côte d'Ivoire que nous voulons au Conseil des Nations africaines, c'est une Côte d'Ivoire locomotive de l'Afrique de l'Ouest, une Côte d'Ivoire locomotive de l'UMUA, une Côte d'Ivoire locomotive de la BCAO, une Côte d'Ivoire qui était un carrefour de manifestations idéologiques, politiques de tous ses pairs africains, où chacun venait en Côte d'Ivoire regarder, penser, venir soit pour faire une école politique à l'époque du père Houphouët-Boigny, faire une école académique à l'époque du père Houphouët-Boigny, faire de ce qu'on appelle les investisseurs africains. Oui. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a une multiplicité d'opérateurs téléphoniques. Pendant qu'au Cameroun, nous en sommes qu'à 3. En Côte d'Ivoire, vous avez pratiquement plus de 8 opérateurs téléphoniques. Ça veut dire que c'est une Côte d'Ivoire qui a un ton à donner dans le développement sociopolitique et culturel africain. Merci à vous, docteur Niamsi. Merci une fois de plus à Madame Labaroui. Merci à nos téléspectateurs. Tant bien que mal, nous avons pu voilà, vous servir cet autre café du matin sur For You Media Africa. Une fois de plus, toutes nos excuses pour la limite technique que nous avons observée ce matin, mais c'est un problème qui sera résolu très très rapidement et ce dans les prochaines heures. Mais d'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain, mercredi, le mercredi des téléspectateurs sur For You Media Africa. Ce sera bien sûr avec Mbala. Mais n'oubliez pas que le soir, vous avez votre programme quotidien. D'abord, en ce qui concerne l'actualité mondiale panafricaine avec Nguéné pour le point sur l'actualité. Ensuite, le Zoom 237 pour parler de l'actualité au Cameroun. Portez-vous bien. Très, très belle journée à vous.